Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager quelques anecdotes qui me sont arrivées avec mon activité d'achat et de vente de véhicules d'occasion. On va aujourd'hui s'attarder surtout sur la partie des ventes. Pas mal de choses qui me sont arrivées, notamment une grosse anecdote avec une grosse plateforme que quasiment tout le monde utilise aujourd'hui en 2026. Je vais vous partager ça, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien écouter et aussi me dire ce que vous en pensez. Donc pour vous mettre un petit peu en contexte, moi c'est Théo Nouguet. J'ai créé la société Nouguet Automobile il y a à peu près un an et demi, spécialisée dans l'achat, la vente, la recherche personnalisée, le dépôt-vente, sur tout ce qui est de la transaction des véhicules d'occasion. On est implanté ici en France sur Toulouse. N'hésitez pas d'ailleurs pour tous ceux qui ont besoin de véhicules. Alors moi j'ai commencé l'achat et la vente en tant que particulier à mes 18 ans, donc il y a à peu près 2 ans. J'ai commencé à acheter, revendre des voitures avec mon argent personnel depuis mon garage chez moi. Et depuis, donc il y a eu quand même pas mal de rotations, pas mal de mouvements, pas mal de véhicules vendus et forcément parmi tous ces véhicules, quelques anecdotes. Certaines évidemment plus croustillantes que d'autres. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques anecdotes qui me sont arrivées tout au cours du développement de mon activité. Je vais vous partager ça. N'hésitez pas aussi à rebondir par rapport à ces anecdotes, me dire ce que vous en pensez et vous, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place. Et on est parti pour la première anecdote. Alors pour cette première anecdote, on va se replonger il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, quand je commençais à vendre mes premières voitures. Je faisais au début pas mal de petites voitures, forcément parce que je n'avais pas la trésor que j'ai aujourd'hui. Donc j'achetais des petites voitures que je revendais. J'avais acheté une voiture donc, qui était en annonce depuis quelques jours. J'ai quelqu'un qui m'appelle, qui me contacte, qui est intéressé par le véhicule. Donc comme ça se fait de manière traditionnelle, je lui propose que si le véhicule vraiment lui intéresse, c'est possible de le réserver avec un acompte. C'est le cas encore aujourd'hui. Dans ce cas-là, on le bloque pour vous, on vous le met de côté, on supprime l'annonce qui est en cours et on vous le garde jusqu'à le solde complet qu'on récupère pour la vente du véhicule et à ce moment-là, faire tout ce qui est papier de cession, etc. Donc, un monsieur me contacte, je lui bloque la voiture, je lui réserve. Quelques jours après, donc, il décide de venir sur place pour récupérer le véhicule. Il m'avait prévenu qu'il y avait une petite somme en espèces. Donc comme convenu, on se retrouve 2 jours après. Il arrive directement à mon domicile. Il fait le check de la voiture. Tout était correct et conforme par rapport à ce que je lui avais montré. On passe au paiement. Il me donne la partie en espèces. Je vérifie les billets et vous l'imaginez bien, les billets étaient faux. Ça m'a vraiment choqué parce que je pensais que ça n'existait pas, mais je prends quand même mes précautions avec des machines, avec des stylos, avec des vérifications de billets avant d'encaisser quoi que ce soit sur l'espèce. Vraiment, ça existe. Les gens qui prennent des faux billets, donc qui règlent avec. Il y a vraiment des histoires très très tordues que vous avez dû entendre, mais ça existe. Je l'ai vécu, c'était il y a un petit moment. D'ailleurs, maintenant, je ne prends plus d'espèces dans le cadre de ma société, c'est uniquement par virement pour avoir toute la traçabilité, l'identité de la personne, beaucoup plus sécurisée d'ailleurs. Et donc l'acheteur a voulu essayer de m'escroquer cette partie donc, du paiement en espèces. Forcément, quand je lui ai dit que c'était des faux billets, ça s'est un peu échauffé. Lui me disait qu'il n'était pas au courant, etc. Donc finalement, on n'a pas abouti de la transaction, mais c'est pour ça, vraiment prenez vos précautions. Faites en sorte de tout vérifier. Et si vous avez des véhicules à la vente, faites vraiment attention aux potentiels acheteurs ou sinon confiez-les à des professionnels comme nous. On va se replonger là, donc c'était il y a à peu près 1 an, vraiment au tout début moi de ma société. J'étais déjà en pro. Je contacte une personne, un vendeur qui avait une voiture en stock, qui ont une Alfa Romeo. Le véhicule m'intéressait, le prix était attractif. On discute, on échange, lui m'envoie tous les éléments. On prévoit un créneau dans la semaine pour que je puisse venir récupérer la voiture sur place. C'était à peu près à 2 heures de route vers Montpellier, vers la Méditerranée, donc à 2 heures, 2 heures et demie de là où je suis, ici sur Toulouse. Donc je prends le train, j'arrive directement sur place, je vois le vendeur, je fais le check du véhicule, tout est conforme, tout a l'air à peu près en règle. Je fais les papiers de cession avec le propriétaire. Donc j'achète le véhicule, je lui fais le virement, je rentre avec la voiture sur Toulouse. Ici, je passe le contrôle technique, je fais 2-3 checks Kia, etc. juste avant de revendre la voiture. À ce moment-là, aucun problème. Et comme à mon habitude, dès qu'on va acheter une voiture, j'envoie tous les justificatifs sur la cession, sur la carte grise, à mon service carte grise, donc qui gère toute la partie SIV, système d'immatriculation des véhicules, et qui va me faire toute la partie déclaration d'achat. Quand je vais en déclaration de cession, faire les nouvelles cartes grises des clients, c'est elle qui gère tout de A à Z. Là, pour ce véhicule, je lui envoie les documents, cession, carte grise, pour qu'elle déclare mon achat. À ce moment-là, cette personne-là m'appelle, donc la personne qui s'occupe de faire cette gestion administrative-là, me disant qu'elle ne comprend pas que ça bloque sur la déclaration d'achat. Donc j'essaie de creuser un petit peu, voir avec le vendeur. Finalement, on se rend compte, au bout de 1 ou 2 jours, que le vendeur qui m'a vendu le véhicule n'était pas le réel propriétaire. Or, sur la carte grise, c'était vraiment marqué son nom. Et en fait, je vous la fais courte, lui, il avait cédé à quelqu'un, après il avait récupéré la voiture, et lui me l'avait vendue de lui, en tant qu'ancien propriétaire, à moi en tant que nouveau propriétaire. Sauf qu'entre nous deux, il y avait une personne qui n'était pas identifiée lors de la vente. Moi, la voiture, je l'ai achetée
à une personne qui n'était pas là. Et donc, impossible d'immatriculer ce véhicule. D'ailleurs, ce véhicule, après l'avoir vendu, il y a eu des gros soucis, il y a eu une panne moteur, un moteur a changé, etc. Donc, une histoire vraiment très compliquée. Ça va faire plus d'1 an que ça s'est passé et le véhicule est encore en cours. En attente. Donc moi j'ai mon argent qui est bloqué, qui est immobilisé depuis un bon petit moment. Normalement ça va pas tarder à se résoudre avec une grosse procédure qui est lancée, procédure pénale avec la gendarmerie pour faux usage de faux et aussi une procédure civile avec derrière mes conseils juridiques avec les avocats, etc. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pour ça, faites vraiment attention à qui vous achetez. Tournez-vous si possible vers des professionnels qui ont un vrai historique de vente, qui sont sérieux et qui vendent vraiment des véhicules de qualité. Et parmi nous, tous les véhicules qu'on a vendus, forcément, ça arrive d'avoir quelques galères. Et en l'occurrence, ça a été le cas sur ce véhicule. Et d'ailleurs, petite parenthèse aussi sur la partie plus là, achat. Faites vraiment attention quand vous achetez des voitures, demandez toujours, en tout cas essayez, le dossier photo complet avec des vidéos du véhicule. Quand j'ai commencé aussi, j'ai fait plus de 2 heures de route pour aller récupérer une Mini à l'époque, parce que je faisais beaucoup de Mini, sur Montpellier. Et le véhicule, quand je suis arrivé, ne correspondait pas du tout par rapport à son état, des rayures, mais vraiment partout sur la carrosserie. J'ai essayé de m'arranger avec les personnes, les vendeurs sur place. Eux pensaient que j'avais fait 2 heures de route et que j'allais forcément prendre le véhicule. Eh ben non. Vraiment, veillez à tout vérifier avant de vous déplacer. Ça vous évite de faire un aller-retour pour rien, une perte de temps et une perte d'argent sur le déplacement. Et on y vient, donc troisième et dernière anecdote, le meilleur pour la fin. Je vous partage quelque chose de très croustillant. Je pense pas qu'il y ait d'autres personnes en France qui en aient parlé. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu un souci avec une grosse plateforme, Le Bon Coin, dans le cadre d'une vente d'un véhicule que j'avais. Je vous remets en contexte encore une fois. On me confie un véhicule, moi pour me mettre à la vente, j'étais encore particulier à ce moment-là, donc je vendais des voitures un peu, voilà, en tant que moi perso Théo Nouguet. J'ai un ami qui me confie un véhicule à la vente. C'est une petite voiture, valeur 3 500 euros à peu près. Donc je fais une annonce, etc. J'ai des acheteurs assez rapides qui sont intéressés par le véhicule. Ils me contactent, on organise une visite, ils sont prêts à acheter le véhicule. Mais eux souhaitaient absolument passer par le paiement sécurisé Le Bon Coin. Écoutez bien ce que je vous dis, chaque élément a vraiment son importance. Le paiement sécurisé Le Bon Coin, enfin sécurisé plus ou moins, qu'est-ce que c'est? C'est un système avec un compte séquestre sur Le Bon Coin qui permet d'acheter un véhicule de manière, entre guillemets, sécurisée. Imaginons que moi, je vous vends une voiture. Vous arrivez en tant que potentiel acheteur et moi en tant que vendeur. Vous souhaitez faire un paiement, par exemple, de 3 000 euros pour une voiture. Vous allez payer sur Le Bon Coin 3 000 euros et après, derrière, vous devez valider comme que vous avez bien récupéré le véhicule. Et c'est au moment où vous validez que vous avez bien récupéré le véhicule qu'à ce moment-là, moi, il me décaisse mon argent et que je récupère les 3 000 euros. Ça évite des arnaques, entre guillemets, pour tout ce qui va être vol de voiture, voitures qui partent sans payer, etc. Donc ça permet sur le papier, voilà, de sécuriser un peu plus. Là, moi, dans le cadre de cette transaction, donc les acheteurs passent par cette plateforme, me payent, c'était un peu plus de 3 000 euros donc sur Le Bon Coin. Je reçois le solde sur Le Bon Coin. À ce moment-là, une fois que la vente est faite, je demande à Le Bon Coin de me décaisser cet argent-là qui m'est dû vers mon compte personnel avec mon RIB. Je demande le transfert. À partir du moment où je demande le transfert, un jour après, plus de retour. Donc j'ouvre Le Bon Coin et là, surprise, qu'est-ce que je vois? Mon compte qui est bloqué. Pourtant, pas d'activité suspecte, j'ai pas plusieurs comptes. Au début, je commençais petit à petit, donc j'avais pas non plus beaucoup de voitures. J'étais pas entre guillemets un faux professionnel. Aucune raison légitime de me bloquer. Et je me demande qu'est-ce que je vais faire derrière moi pour vendre les voitures sur Le Bon Coin, étant donné que mon compte est bloqué. Et surtout, qu'est-ce que je vais faire de cet argent qui est toujours sur ce compte Le Bon Coin et que je n'arrive pas à récupérer. Donc à ce moment-là, je contacte tout de suite le support Le Bon Coin avec différents emails que j'essaie de leur envoyer. Aucun retour. Aucune réponse, donc j'ai envoyé, je pense, à peu près 5 ou 6 emails. J'ai essayé de les contacter par téléphone, mais injoignable. Il n'y a pas de téléphone en fait pour Le Bon Coin, à part pour les comptes pro. Et à ce moment-là, je crée un compte pro. D'ailleurs, j'ai essayé de démarcher une autre personne de Le Bon Coin, mais qui n'était pas dans le service. Enfin, j'ai essayé d'avoir n'importe quel contact de la société pour essayer de faire remonter, mais sans succès, vraiment aucun retour. Et donc, après plus d'1 mois d'attente, je décide d'entamer, entre guillemets, une procédure. Je leur envoie une mise en demeure avec accusé de réception à recommander directement chez eux, sur leur siège à Paris. J'attends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, aucun retour. J'étais vraiment étonné parce que là, j'ai vu qu'il avait bien récupéré et réceptionné ce courrier. Et donc à ce moment-là, je regarde pour essayer potentiellement de faire une démarche avec un avocat, une démarche judiciaire. Mon conseil juridique là me dit de m'orienter vers une démarche de la DGCCRF par rapport aux droits consommateurs. Et donc je fais une demande sur ce formulaire-là de la DGCCRF en tant que consommateur de demander quelque chose pour la société. Je fais cette demande, pour faire clair en gros, c'est quand le consommateur se plaint d'une société qui va absolument avoir une réponse, la société est obligée de répondre.
Donc j'ai fait cette demande-là, la société effectivement m'a répondu, qui revenait vers moi dans quelques temps. Mais j'attends une semaine, 2 semaines, 3 semaines et toujours pas de retour. Donc là, ça faisait plus de 2 mois et demi que ça traînait. Donc moi, j'avais de l'argent qui bloquait. Je commençais, j'avais 18-19 ans, donc forcément aussi 3000 euros, c'est quand même une grosse somme. Et surtout, ce qui était un petit peu compliqué, c'est que moi, effectivement, j'avais vendu ce véhicule qui ne m'appartenait pas. Mais derrière, j'avais un certain prix que je devais redécaisser au vendeur. Et moi, ma commission qui était entre les deux, évidemment. Et donc, je n'allais pas pouvoir faire attendre le vendeur encore plus. Donc, je lui ai décaissé lui son argent. Donc, en fait, l'entièreté de cette somme-là, moi, m'était due et j'étais vraiment en perte sur ça. Donc, j'ai mis en œuvre tous les éléments, en tout cas numériques, pour essayer de récupérer mon argent, mais sans succès. Décision prise, je monte sur Paris pour aller au siège et récupérer mon argent. C'est la dernière solution que j'ai. Plus de 3 mois après que ça s'est passé et que j'ai mon argent qui est bloqué, je décide de prendre un billet d'avion pour aller à Paris. Et j'arrive à leur siège. Et là encore, surprise, le siège est inaccessible pour les consommateurs, pour les particuliers. Il y a un badge pour les salariés avec lesquels ils peuvent rentrer, les portes s'ouvrent. Mais sinon, pour les particuliers, très très compliqué d'accès. Donc je me demande comment je vais faire. J'attends un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Et à ce moment-là, je vois une salariée de Le Bon Coin qui rentre, qui me badge, les portes s'ouvrent et je me faufile derrière. Donc un peu filou comme technique pour rentrer. Et donc j'arrive dans le siège de Le Bon Coin, un grand bâtiment très joli derrière. À Paris, je crois que c'est dans le 2e ou 3e arrondissement. Donc j'arrive à l'accueil avec un premier monsieur qui se présente et qui va me donner un formulaire sur lequel je vais pouvoir expliquer ce qui s'est passé et ma demande. Pour expliquer exactement ce qui s'est passé et je leur demande effectivement de me donner l'argent qui m'est dû. J'ai plus accès au compte. Il me dit de patienter. J'attends plus d'1 heure et demie dans les bureaux chez Le Bon Coin. Et au bout d'1 heure et demie, on me dit qu'effectivement, normalement, ça devrait pas tarder à être débloqué. Et il m'envoie un mail de confirmation comme quoi le virement devrait arriver d'ici quelques temps. Et effectivement, confirmation, j'étais encore sur Paris 1 ou 2 jours après et le virement est bien arrivé à destination. C'est pour ça que je me suis dit quand même, c'est fou. Alors, moi, je vais au bout des choses, hein, de toute manière. J'ai 300, 3000, 300 000 euros, j'irai au bout des choses de toute manière pour récupérer ce qui m'est dû. De l'argent de mon travail, ça c'est évident. Je me dis quand même, c'est fou d'en arriver à monter au siège, faire une demande et faire, pas des menaces juridiques, mais en tout cas commencer à lancer une procédure pour récupérer ces fonds-là, son argent. Je dis quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde, qui utilise Le Bon Coin, même par exemple des gens qui sont dans le département d'outre-mer, qui utilisent Le Bon Coin, qui doivent monter à Paris pour aller au siège, mais c'est quelque chose de fou. Donc si on fait pas ça, on a notre argent qui est bloqué. Enfin, c'est complètement fou. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si c'est une erreur, s'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, eux, dans leur système. En tout cas, moi, j'ai récupéré mon argent. Après, depuis, donc, effectivement, j'ai plus jamais utilisé ce système sécurisé Le Bon Coin. Et je vous le déconseille, honnêtement, je vous conseille de passer par un virement classique, virement instantané. Ça passe très bien pour acheter ou vendre des voitures. C'est ce qui fait le mieux. Faut arrêter de passer par les trucs là, on ne sait même pas ce que c'est. Paiement sécurisé, la vérité, là, c'est qu'ils m'ont bloqué juste mon argent. Moi, ça m'a mis en galère, mon activité aussi. Donc voilà, je vous partage un petit peu cette petite anecdote. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi ça vous est déjà peut-être arrivé. Si oui, comment vous avez fait pour poursuivre et justement récupérer vos fonds. Ça m'intéresse, ça nous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, laquelle des 3 anecdotes vous a le plus plu, si ça vous a aussi sensibilisé par rapport à l'achat ou la vente de véhicules. En tout cas, si vous souhaitez acheter ou revendre des véhicules d'occasion, c'est possible ici chez Nougui Automobile. Maintenant, j'ai ma structure qui est créée, comme je vous l'ai expliqué, depuis plus d'1 an, 1 an et demi. Après les différentes péripéties qui m'arrivaient, là, voilà, on a un système qui est vraiment opérationnel, que ce soit sur les paiements, sur les préparations, sur les vérifications des véhicules. Le système est bien huilé et à présent, on peut continuer à débiter beaucoup plus de volume, beaucoup plus de véhicules et proposer aussi ce service-là à des particuliers, que ce soit sur la vente, comme je vous l'ai expliqué, mais aussi sur l'achat. Si vous souhaitez une voiture d'occasion, n'hésitez pas à jeter un œil sur ce qu'on a en disponible sur notre parc, donc sur ce qu'on a sur nos différentes plateformes, sur nos réseaux, mais aussi en recherche personnalisée, on a la possibilité de trouver votre voiture et la prochaine voiture de vos rêves. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On a encore plein d'anecdotes à vous partager, notamment sur mon parcours quand j'ai commencé. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo.